Bonjour à tous, j'ai le plaisir de corriger avec vous aujourd'hui le BTS 2008 d'analyse de la vision. BTS constitué de deux problèmes, une partie optométrie et une partie contactologie. Ce BTS a été conçu pour être traité avec une calculatrice, mais nous allons essayer maintenant de coller un petit peu à ce qui se fait actuellement, ça veut dire essayer de faire sans calculatrice, en tout cas le plus possible. Et à certains moments, si on bug sans calculatrice, je vous dirais, voilà, là, ici, notamment pour le seuil de stéréoscopie, là, avec une calculatrice, ça se serait présenté comme de cette façon, de cette façon, de cette façon. Alors, problème 1, on vous dit, vous recevez un client âgé de 36 ans qui souhaite un nouvel équipement. Vous effectuez un bilan visuel dont les principaux éléments figurent dans le tableau ci-dessous. Durand Martin, enseignant 36 ans, renouvellement de sa paire de lunettes. Il présente des inconforts avec ses lunettes, surtout en vision de près, et des maux de tête depuis quelques temps. Donc, s'il est myope, la compensation paraîtrait être un peu concave, parce que qui dit maux de tête, généralement, dit problème accommodatif. Et s'il est hypermétrope, hypermétropie pas assez saturée. On ne peut pas parler de presbytie, puisqu'à 36 ans, on parle plutôt d'une VL concave. Impression de voir double en fin de journée avec ses lunettes, donc problème de vision binoculaire de type disparité de fixation, puisque le sujet voit double, perd la fusion. Santé oculaire, rien à signaler, il n'a pas de traitement en cours, au niveau de sa santé générale, il n'a pas d'antécédent pathologique non plus. Besoin visuel, il lit beaucoup, il travaille longtemps le soir sur son ordinateur portable, donc ça veut bien dire qu'il faut lui trouver une solution pour la vision de près. Et les compensations portées sont de plus 3,50 au moins 0,75 à 80, et sur les gauches plus 3. Donc le sujet est hypermétrope, et on pense du coup peut-être à une vision de près où il a besoin d'accommoder plus, ce qui lui entraîne des maux de tête et donc une diplopie. On pense immédiatement à une ésodisparité de fixation qui pourrait peut-être être soulagée par une augmentation de la compensation positive en vision de loin. Et son équipement date en plus de 5 ans, donc on pense que peut-être que depuis il a relâché de l'hypermétropie, relâché de l'accommodation et maintenant il faut la saturer. Test préliminaire avec ses compensations, avec les compensations, donc en VL il a 12 sur l'œil droit, sur l'œil gauche il a 10 dixièmes, en bino il a 12 dixièmes, il a donc absence de sommation en VL. On pense à une hypothèse de trouble de la vision binoculaire, et en vision de près, même principe, on pense à une absence de trouble de la vision binoculaire. En tout cas, il est hypermétrope, 12 dixièmes, 10 dixièmes, donc on pense à une hypermétropie sous-compensée, et peut-être un astigmatisme de 1 dioptrie résiduelle sur l'œil gauche, puisqu'il présente une acuité à 10 dixièmes. On réalise une sphère convexe, donc en monoculaire, en vision de loin, on lui place une sphère de plus 2 dioptries, on relève d'après la règle de Swain une acuité de 2,5 dixièmes, donc une hypermétropie résiduelle de plus 1 à droite et à gauche. Au test de 40 par an, on fait avec une sphère de plus 1,50, ce qui sous-entendrait que s'il a encore astigmate de 0,50 sur l'œil droit, puisqu'il a 12 dixièmes d'acuité, ça veut dire que finalement vous le faites un 40 par an en situation d'astigmatisme myopique composé. Il se retrouve du coup à extérioriser l'axocyane négatif, mais aucune direction n'est préférée. Donc on peut conclure à pas ou peu d'astigmatisme, uniquement une hypermétropie résiduelle. Par contre, sur l'œil gauche, tu l'as fait avec plus d'une 50. S'il est astigmate de 1 dioptrie, ce qui veut dire que tu l'as mis en situation d'astigmatisme myopique simple. Et à ce moment-là, il te dit 10 heures, 4 heures, donc tu penses cylindre négatif à 120 degrés, puisqu'il extériorise le 40 par 30 degrés. Moins 1 dioptrie serait la valeur de son cylindre, puisque 10 dixièmes en vision de loin, en vision de près, à 120 degrés, puisque le contract c'est de 30 degrés. Ensuite, on fait le masquage en vision de loin, un mouvement nasotemporal au démasquage peu perceptible. On pense donc sur le plan vertical à une orthophorie ou inférieure ou égale à 3, parce qu'on sait que, faites gaffe à ça, c'est hyper important. Si vous voyez le mouvement, ça veut dire que c'est supérieur strictement à 3. Si vous ne voyez pas le mouvement, c'est inférieur ou égal. Tu ne vois pas, c'est inférieur ou égal, tu vois, c'est strictement supérieur. Donc ici, dans le plan vertical, on ne voit pas de mouvement, sinon vous aurez dit qu'on observe un mouvement vertical. Donc orthophore ou inférieur ou égal à 3 dans le plan vertical, on parle toujours de la VL. Et en VL, toujours dans le plan horizontal, le mouvement nasotemporal peu perceptible. En tout cas, on peut dire qu'il est strictement supérieur à 3, aux alentours de 3. En vision de près, par contre, toujours absence de mouvement dans le plan vertical, donc toujours ortho ou inférieur ou égal à 3. Et nasotemporal très perceptible, donc strictement supérieur à 3, mais surtout il faudra qu'on dise qu'il est supérieur à la vision de loin. Donc je ferai qu'en prise des os, l'accommodation a donc énormément d'influence sur la convergence accommodative, ce qui veut dire que l'addition, pourquoi pas, pourrait compenser ces plaintes.
Vérification subjective monoculaire des compensations portées, vous avez plus 4 moins 75 à 85 et sur l'œil gauche plus 375 moins 75 à 110. Alors, on constate que effectivement la compensation est plus convexe sur son œil droit parce qu'il portait plus 350 en fin de réfraction monoculaire sur ses compensations et que tu trouves en fin de méthode du brouillard finalement et de CC1 plus convexe de 0,50. Même valeur d'astigmatisme, par contre, là que c'était à 80 porté sur ses lunettes et maintenant tu trouves 85. Et sur l'œil gauche, plus 3,75, donc plus convexe. Maintenant, tu trouves un astigmatisme de 0,75 à 110, qui fait monter finalement l'acuité visuelle, qui était à 10, elle passe à 12 dixièmes, ce qui veut dire que tu as une augmentation significative de l'acuité visuelle. Équilibre bioculaire, sur les lignes d'optotype polarisées, deux lignes de lettres sur fond lumineux blanc polarisé, avec un brouillard à 8 dixièmes de plus 0,75. Il faut s'habituer, soit à l'équilibre bioculaire, vous rajoutez 0,50 Van Graaff, soit ligne d'autotype polarisée, vous rajoutez 0,50, mais ici, on n'a pas été obligé de rajouter 0,50, mais 0,75, ça change rien pour nous. On vous dit que l'œil droit voit la ligne du haut polarisée à 90 degrés, et l'œil gauche voit la ligne du bas polarisée à 0. La ligne du haut est vue plus floue que celle du bas, donc finalement, tu vas brouiller celui qui voit le plus net, donc celle du bas. Donc tu vas brouiller l'œil gauche, balance bioculaire sur l'œil gauche. De combien tu brouilles, on ne sait pas. C'est justement la question qu'on vous a posée juste après. Quels sont les polarisés? Si l'œil droit voit la ligne polarisée à 90, il porte forcément un polarisé parallèle, ce qui veut dire polarisé à 90 et l'œil gauche polarisé à 0. À la fin de l'équilibre bino sur la compensation de VL, tu as plus 4,25 et plus 4,25, acuité 12,12,12 et bino 12 dixièmes. Donc toujours absence de sommation. Enfin, micro-sommation, tu avais 12,12, tu passes à 12,5. Chose qui est très importante. En fin de réfraction monoculaire, tu as une anisométropie, tu le vois, plus 4 et plus 3,75. Après une méthode du brouillard SCC1, tu as une anisométropie de 0,25. En fin d'équilibre bino, tu te retrouves avec une 0 isométropie, en tout cas au niveau de la sphère, d'accord, plus 4,25, plus 4,25. Ce qui veut bien dire que tu as rattrapé un delta sur l'œil gauche pendant la balance bioculaire, pendant l'équilibre bioculaire, ça veut dire que tu as brouillé l'œil gauche de plus 0,25. On vous dit, ça mérite un coup de stabilo à l'équilibre binoculaire, que ce sont les compensations théoriques de vision de loin. Donc il est censé être parfaitement compensé. Et A égale à 0 avec cette correction. Et c'est des compensations à vision de loin, appréciation perceptuelle en VL. On te dit que tu l'as débrouillé de 0,50, finalement tu le laisses accommoder de 0,50 dioptries. Et là tu te retrouves avec du 12, 12, 12. Impeccable, c'est le maximum convexe toléré, et donc en plus 3,75, sachant que le maximum convexe tout court avec A égale 0, c'est plus 4,25. Donc on ne se mélange pas les pinceaux. Face à la page 4 sur 8, on dit test de vision binoculaire, le sujet est muni des compensations théoriques précédentes. Compensation théorique précédente. Donc c'est pareil, tu as mis un code de stabilo. Parce que c'est plus 4,25, plus 4,25, il faut les mettre, pas plus 3,75. Elles sont parfaitement centrées sur les projections pupillaires de vision de loin, donc il n'y a pas d'effet prismatique. Tous les tests de vision de loin sont effectués à 5 mètres, donc on va travailler sur la VM. On vous dit que les tests de stéréoscopie, on vous présente un test duochrome avec une barrette rouge et une barrette verte. Les barrettes de gauche sont rouges, celles de droite sont vertes, donc sur une dissociation chromatique et pas par polarisation. On vous donne les disparités linéaires de chaque élément, c'est quasiment le même que celui qu'on retrouve sur quasiment tous les projecteurs de test en examen de vue, avec une disparité linéaire qui diminue petit à petit pour aller jusqu'en haut. On constate voilà, que ça diminue petit à petit, une petite erreur dans le sujet, celle de 10 mm, visiblement c'est celle de gauche par rapport au schéma qui nous est présenté, 7 mm. C'est pas ceux de gauche, c'est finalement ceux du bas, 5 mm, 3 mm, ça ne change strictement rien à notre raisonnement intellectuel, puisque les questions ne portent pas sur ça. Okay. Réponse du sujet, du coup on vous dit qu'il porte les analyseurs polarisés, donc on vous donne pas les orientations, vous savez qui porte quoi, parce qu'il le voit en avant, on est sur de la disparité croisée. Point central blanc, il voit 4 barres verticales, donc il les fusionne. De droite, de gauche et du bas sont chacun perçus en avant du point. Par contre, celui du haut est perçu dans le même plan. Donc, il valide les seuils de stéréoscopie testés par toutes les barrettes, sauf celle du haut. On fait ensuite l'euphorie dissociée, toujours avec les plus 4,25, plus 4,25, avec compensation théorique. Et on vous dit en vision de loin, il est ESO de 2
Et si c'est zo de près, est-ce que c'est cohérent par rapport au cover test, par rapport au masquage de la question du début? Oui, bien entendu, puisqu'on a bien un geophorique inversé en prise des os. Par contre, en vision de loin, ESO de 2, nous avions dit mouvement peu perceptible aux alentours de 3. Tu vois, voilà, tu n'es pas tout à fait à 3, tu es voilà, inférieur ou on a dit strictement supérieur à 3. Là, ici, la théorie nous fait mentir. Dans le plan vertical, il est orthophore, donc c'est ce que nous pensions. Au test de Mallet, donc on met en évidence une disparité de fixation pour ensuite mesurer une euphorie associée. Au test de Mallet, il porte les filtres polarisés, donc on fait une petite dissociation sensorielle et en vision de loin, on constate une orthodisparité de fixation. Attention, ici on ne traite uniquement le plan horizontal, sachant que si sur notre mallette vous avez à la fois les barres verticales et à la fois les barres horizontales, on traite les disparités de fixation dans le plan horizontal et les disparités de fixation dans le plan vertical. Ici, on ne traite que les disparités de fixation dans le plan horizontal. En vision de loin, orthodisparité de fixation. De toute façon, les plaintes, lui, de diplopie, elles étaient uniquement en vision de près, donc on se concentre sur la VP. À 40 cm, on constate une ésodisparité de fixation par diplopie croisée, par diplopie homonyme, parce que droite va à droite et gauche va à gauche. Donc ésodisparité de fixation unilatérale de l'œil gauche. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est que l'œil droit est directeur, c'est que le prisme de réalignement c'est une dioptrie, donc la Fourier associée vaudrait une dioptrie prismatique, mais on se rappelle qu'un éso, avant d'en arriver en dernier recours à une compensation prismatique, il faut d'abord lui mettre le maximum convexe toléré en vision de loin, puis en second, une addition, pourquoi pas, si ça permet d'annuler ces plaintes, surtout quand on a un jeu euphorique en prise des os. Et c'est ce qu'on vous fait juste après, on vous dit voilà les gars, ok, un prisme de une dioptrie base externe permet de réaligner. Par contre, essayons une addition, avec une addition de plus une dioptrie, on a aussi une orthodisparité de fixation, on a aussi réaligné. Ce qui sous-entend que pourquoi pas prescrire une addition pour annuler cette disparité de fixation. Voilà, une fois qu'on a fait ça, vous avez fait quasiment tout le sujet. Maintenant, il faut mettre sur papier en avant, à partir de l'analyse de l'ensemble des informations recueillies précédemment et afin de déterminer le nouvel équipement du client, répondre aux questions suivantes. Donc en avant, uniquement en traitant l'histoire de cas, au vu des compensations portées, quelles peuvent être au pluriel les principaux facteurs responsables de l'inconfort en vision de près. Je vous laisse noter, question 1, les principaux facteurs responsables des plaintes en VP. Les principaux facteurs responsables des plaintes en VP sont. Les principaux facteurs responsables des plaintes en VP sont. Deux points, premier petit tiret. On va ouvrir les guillemets, mettez inconfort en VP. Inconfort en VP et maux de tête. Inconfort en VP et maux de tête. Fermez les guillemets. Deux points. Deux points. Compensation trop concave. Compensation trop concave. Ou sous-compensation hypermétropique. Compensation trop concave ou sous-compensation hypermétropique, ce qui veut dire exactement la même chose. Compensation trop concave ou sous-compensation hypermétropique. Mettez entre parenthèses, la compensation date de 5 ans, donc c'est tout à fait normal. Hein? Mettez entre parenthèses, la compensation date de 5 ans. Donc ça ne nous étonne pas qu'il ait relâché l'hypermétropie. Donc on a mis premier petit tiret, inconfort en VP et maux de tête. Mettez deuxième petit tiret, diplopie en VP. C'est la troisième plainte, hein, diplopie en VP. Fermez les guillemets. Deux points. Trouble de la vision binoculaire de type disparité de fixation. Trouble de la vision binoculaire. Deux points. Disparité de fixation. Là, il faut employer des termes précis. Trouble de la vision binoculaire de type disparité de fixation. On a traité uniquement l'histoire de cas. Okay.
Ensuite, on vous dit test préliminaire. Question 2, compte tenu des réponses du sujet au test préliminaire, donc à la sphère convexe et aux 40 parents et au masquage unilatéral, au masquage au cover test, quelle hypothèse pouvez-vous formuler sur les compensations portées? Alors là, on ne vous demande pas de faire de schéma. Si vous voulez faire des schémas, vous pouvez faire des schémas, notamment le schéma du 42 parents, pas de problème. Pas de schéma, on ne vous demande pas explicitement de faire des schémas, il n'y a pas besoin de faire des schémas. Okay. Question 2, on y va. Sur l'œil droit, on a donc fait une sphère convexe. Sphère convexe. Avec plus de dioptrie. On a une acuité en VL de 2,5 dixièmes. Et donc on note la conclusion. On met hypermétropie résiduelle de plus d'une dioptrie. On est toujours sur l'œil droit. 40 parents en VL avec plus une 50. Il est donc en défocalisation. Il est donc en défocalisation. En vision de l'œil, il avait 12 dixièmes. Si son CMD est à plus une dioptrie, qu'il est astigmate, regarde, je te fais un petit schéma ici. Sur mon brouillon, hein, vous ne mettez pas ça sur les copies d'analyse de la vision, hein, sinon H, H', PEPS, etc. Hein. Donc son CMD plus 20, hein, son CMD résiduel est à plus une dioptrie. Il se retrouve astigmate de 0,50 puisqu'en VL et en VP il a 12. Autrement dit, tu as un foyer à plus une 25 et tu as un foyer à 0,75. Autrement dit, avec la sphère de plus une 50, il est en défocalisation d'astigmatisme, en défocalisation astigmate, myopique, composé. Et tu le mets. La conclusion, c'est qu'il ne voit pas de direction. Donc la conclusion, c'est qu'il n'a pas ou peu d'astigmatisme. Donc finalement, la compensation additionnelle, je me permets d'effacer mon brouillon, hein. Donc la compensation finalement additionnelle sur l'œil droit, compensation additionnelle, c'est uniquement plus une dioptrie sphérique. On va faire exactement la même chose maintenant pour l'œil gauche, toujours à la question 2. Pour l'œil gauche, pareil, sphère convexe de plus de dioptrie. Ici, regardez, je vous laisse mettre, d'après la règle de Swain en rouge, hein, hypermétropie résiduelle de 1 dioptrie d'après la règle de Swain. Hein, quand même, il faut faire intervenir la référence, le boss, quoi. Avec une sphère convexe de plus de dioptrie, ben pareil, hypermétrope de plus une dioptrie résiduelle, hypermétrope de plus une dioptrie résiduelle. Cette fois-ci, nous avons fait un 42 par an en VL, donc CP en VL, avec toujours plus une 50 dioptries, en défocalisation. Alors là, c'est pareil, je fais un petit schéma histoire de vous orienter sur mon brouillon. J'ai donc un CMD qui est à plus une dioptrie. AQTVL, AQTVP égale 10 dixièmes, autrement dit astigmate de 1 dioptrie, ce qui veut dire un foyer ici à 1,50 et un foyer ici à 0,50. Autrement dit, avec une sphère de plus une 50, il se retrouve bien en défocalisation d'astigmatisme myopique simple. À ce moment-là, le sujet, il extériorise la direction 10h, 4h. Autrement dit, ce que l'on peut dire, c'est que c'est moins une dioptrie, la valeur de l'astigmatisme, à 120 degrés. On pourra donc conclure, plus 0,50, plus 1, plus 1,50. J'efface mon brouillon. On pourra donc conclure à une compensation additionnelle, de plus 1,50
moins 1 à 120 degrés. Tu corriges cet individu présentant cette compensation. Ici, j'insiste, on ne vous demande pas de faire des schémas, donc il n'y a pas forcément besoin de faire des schémas. Si vous voulez voir à quoi consiste une question où on vous oblige à faire des schémas, je vous laisse regarder 2010 problème 1. 2010 problème 1, on vous demande explicitement de faire des schémas. Je vous laisse regarder 2015, il me semble. Non, pas 2015. Je vous laisse regarder le sujet de BTS. Voilà. 2016, page 5 sur 8. Question 2.1 où on vous demande de justifier par des schémas. Page 5 sur 8, question 2.1 BTS 2016. Ou de manière beaucoup plus proche de nous, au BTS 2019. À la page 4 sur 13, question 2.6. Page 4 sur 13, question 2.6. Pareil, justifier la préférence. Observez au cadran de parents représentant la perception, etc. etc. Voilà. On vous demande de faire des schémas. Si on ne vous demande pas de faire des schémas, dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de faire des schémas. Mais attention, c'est ce que nous disons à chaque fois. Un candidat peut très bien réaliser des schémas, surtout s'il a du mal à se faire comprendre sur sa copie, et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus explicite. Question 3. Interpréter les observations faites au masquage unilatéral, aucun schéma n'est demandé. Alors là, il y a un gros problème. Il faut qu'on décompose en vision de loin. On va travailler dans le plan vertical. Dans le plan vertical de point, on n'observe aucun mouvement. Pourquoi aucun mouvement? Comment tu sais qu'il n'y a aucun mouvement? Parce qu'on ne te parle que du plan horizontal, ce qui sous-entend qu'il n'y a aucun mouvement. On peut donc dire qu'il y a orthophorie ou l'égard inférieur ou égal à 3 dioptries. On ne voit pas de mouvement si c'est inférieur ou égal. On voit un mouvement si c'est strictement supérieur. Autrement dit, dans le plan horizontal, on peut dire qu'il y a un mouvement nasotemporal, ce qui sous-entend que le sujet il est ésophore, strictement supérieur à 3 ou environ égal à 3 dioptries. Pourquoi je mets strictement supérieur à 3? Parce que strictement supérieur à 3, pourquoi? Parce que je vois le mouvement. Donc je montre que je connais la différence entre une absence de mouvement, inférieur ou égal, et une observation strictement supérieure à 3. Et environ égal à 3, puisque je sais que le mouvement est peu perceptible. On est en train de travailler sur la vision de loin, maintenant travaillons sur la vision de près. Sur la vision de près, ou pareil, sur le plan vertical, on observe aucun mouvement. Ça t'embête, t'es fatigué de le faire, tu le fais, t'es payé pour ça, Kiki, donc t'es mignon. Orthophore, t'es payé pour penser à 2 plans, ça va. Orthophorie ou inférieur ou égal à 3 dioptries. Et dans le plan horizontal, on voit un mouvement nasotemporal, ce qui veut dire que le sujet il est bien strictement supérieur à 3. Et ce que l'on peut également rajouter, c'est que le sujet a un jeu phorique en prise des os. Jeu phorique en prise des os. C'est ce qu'on appelle un jeu phorique inversé, et ce qui n'est pas dans la norme. Donc, jeu phorique en prise des os, et on peut mettre jeu phorique inversé. Pourquoi tu mets ça? Pourquoi tu mets qu'il est strictement supérieur à 3? Parce que la question me pose, qu'est-ce que tu peux dire? Je vois un mouvement, donc c'est strictement supérieur à 3. Par contre, je peux également en conclure la variation entre la VL et la VP. À chaque fois, je peux avoir une estimation du jeu phorique. Ça, c'est pour la question 3. Généralement, les problèmes, ils sont où? Vous oubliez le plan vertical. Et quand vous dites qu'il n'y a pas de mouvement, vous dites inférieur. Et quand il y a un mouvement, vous dites supérieur ou égal. Donc ça, il faut le revoir. C'est important.
Vérification monoculaire de l'œil droit. Question 4. Représentez par des schémas la position du cylindre croisé plus ou moins 0,25 lors de la vérification de l'axe. Donc je pense que ça, c'est important de mettre un coup de stabilo sur vérification de l'axe. On vous dit, l'œil droit porté alors plus 3,75 moins 0,75 à 80. Donc dans ta tête de réfractaire, il porte moins cylindre à 80. Donc quand toi tu vas mettre ton CCA, ton manche va se retrouver à 80 degrés. Et ensuite, tu vas affiner, préciser la position de meilleure acuité. En avant. On va faire question 4. Si compensation portée, s'il portait, compensation portée plus 3,75 moins 0,75 à 80. Et si la compensation théorique et de, on parle de l'œil droit les gars, et de compensation théorique, c'est, vous présentez les schémas en position lors de la vérification de l'axe. À vérification monoculaire, tu n'es même pas en train de, non, tu es vraiment à la fin de la réfraction monoculaire. Donc compensation en fin de vérification, pas théorique, on ne peut pas mettre ça, hein, parce que la compensation théorique, c'est pas celle-là. La compensation vérifiée, après vérification, vérifier en fin de réfraction monoculaire, ce sera du coup plus 4, même si la serre on s'en fiche, moins 0,75 à l'axe 85 degrés. Ce qui veut dire qu'il porte 80 et en fait il veut aller à 85. Ce qui sous-entend que quand vous allez faire vos schémas de CCA, vous allez faire vos jolis schémas de CCA. Déjà le 0 il est à droite, ça c'est bon, on n'en parle pas, on n'en est pas là. Hein. 80, il porte manche à 80 degrés. Ce qui sous-entend que vous avez l'axe du cylindre négatif du CC1 qui est ici à 125 et ici à 35 degrés. Ce qui veut dire que vous avez les points blancs, les points blancs, les points blancs, les points blancs. Formule sphéro-cylindrique du CC1, c'est l'égal plus 0,25 moins 0,50 à l'axe 125 et ici plus 0,25 moins 0,50 à l'axe 35 degrés. Si ça vous va, on va l'appeler position 1 et on va l'appeler position 2. Nous, il porte cylindre négatif à 80 dans la tête de ref et on sait qu'en fin de vérif, il a cylindre négatif à 85. Donc il va vous dire, préférez théoriquement la position 1 pour aller en direction du cylindre négatif du CC1. On dit vulgairement en direction des points rouges. Entre nous, hein, pas sur vos copies, ni le jour de l'examen, en examen de vue, hein, c'est important. Hein, entre nous, on peut discuter comme ça, mais le jour de l'examen, il faut de la technique, les gars. On est là pour vous évaluer et évaluer vos connaissances, donc c'est important. À partir du moment où vous avez représenté ces deux positions, vous allez forcément vous retrouver avec une question qui est le calcul de la compensation. Du coup, montre-moi par le calcul de cette compensation portée, montre-moi que l'individu préfère effectivement la position 1. C'est ce qu'on vous demande à la question 5. Justifier la différence d'acuité en déterminant les formules des compensations portées par la compensation additionnelle, par le calcul de la compensation portée. Lorsqu'il porte quoi? Lorsqu'il porte cette compensation plus ton CCA, hein, c'est ce qu'il porte dans les yeux. Dans ta tête de ref, il porte plus 375 moins 0,75 à 80, plus un CCA devant les yeux. Okay, et par ces calculs, par ces deux associations de cylindres que tu vas obtenir, tu vas aller comparer cette compensation portée à l'axe de la compensation théorique qui est 85, ce qui finalement va te permettre d'obtenir une justification par le calcul de la compensation portée, une différence de perception. C'est bon? Alors, si ça vous va, on va répondre à la question 5. On va prendre de l'espace puisqu'on va faire les associations de cylindres. On va parler ici de la position 1 et on va parler ici de la position 2. Ok? En avant, on va juste poser les calculs. Compensation portée va être égale à
Ce qu'il a dans la tête de réfractaire, à savoir, il porte quoi? Il porte plus 3,75 dans la tête de réfractaire, puisque c'est la compensation que tu veux vérifier, moins 0,75 à 80, plus tu as rajouté un verre qui est ton CCR de valeur. Dans la position 1, plus 0,25, moins 0,50 à 125. Et on va poser immédiatement, si ça vous va, dans la compensation portée dans la position 2. Compensation portée égale plus 3,75 moins 0,75 à 80 plus 0,25 moins 0,50. La valeur de ton CCR en position 2 à 35 degrés. À partir de là, je vais effacer ici pour me laisser un peu plus d'espace pour organiser ma copie. À partir de là, on va pouvoir réaliser les associations de cylindres par méthode graphique. Moi, je travaille en cylindre positif, donc on y va. Compensation portée égale. Je fais une transposition pour l'avoir en cylindre positif, ce qui me donne du plus 3 plus 0,75 à l'axe 170 degrés, plus moins 0,25 plus 0,50 à 35 degrés. Si vous travaillez en cylindre positif, ça sous-entend que le résultat va être du cylindre positif. C'est très important parce qu'il y en a qui mettent après du cylindre négatif. Donc, si vous avez C1 et C2 en cylindre positif, c'est forcément que vous allez vous retrouver avec un résultat en axe de cylindre positif. À vous ensuite de faire la transpose si vous voulez un cylindre négatif. À partir de là, j'ai deux valeurs en cylindre positif et une addition, j'ai bien une association de cylindres. Donc on y va. Alpha 1 étant l'angle le plus proche de 0, C1, S1. Kif kif, S2, C2, alpha 2. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Compensation portée va être égale à du coup plus 3, plus 0,75 à 170, plus ou moins 0,25, plus 0,50 à l'axe 125 degrés. Même principe, S1 étant l'angle le plus petit, alpha 1, C1, S1, formule sphéro-cylindrique numéro 1, formule sphéro-cylindrique numéro 2. En avant, réalisons l'association de cylindres, donc 2θ est égal à 2 facteurs de alpha 2 moins alpha 1, d'où 2θ est égal à 2 facteurs de 170 moins 35, d'où 2θ, on y va en douceur, est égal à 2 facteurs de 135, ce qui va nous donner 2θ est égal à 270 degrés. Donc, moi je sais qu'il faut que je trace dans un premier temps mon C1 à l'échelle, puis je vais partir C2 vers le bas. Donc, j'organise ma copie, je peux commencer vers le haut. Il va falloir que l'on décompose notre échelle. On va décomposer notre échelle sur notre brouillon ici, et ensuite on pourra l'effacer quand on fera la deuxième position. On vous dit qu'une dioptrie est égale à 4 cm. Autrement dit, 2 dioptries font 8 cm. 0,50 dioptries font, tu divises par 2 cm, et 0,25 dioptries font 1 cm. Et 0,12, on va dire ça, 125, ok, 0,12, vont faire 0,50 cm. Okay. Donc je viens juste de décomposer ici mon échelle. Je trace donc C1 de 0,50 dioptries, donc 2 cm. Donc voici C1 égale 2 cm. Je vais ensuite tracer C2 à l'échelle d'une valeur du coup C2 0,75. Donc c'est ça plus ça. Donc c'est 2 plus 1, ça fait 3 cm à 270, donc vers le bas. Donc C2 il est ici. C2 égale 3 cm. J'ai donc ici notre fameux angle de θ, 270. Ensuite, je vais tracer du coup l'axe, la résultante, C1, pour obtenir l'angle de φ. Quand vous mesurez C1, vous avez 3,50 cm. Et si vous le reposez en dioptrie, 0,87 dioptries. Même si ça ne va pas forcément vous avancer à quelque chose. 3,50 cm, c'est 1, 2, 3. C'est 0,5 plus 0,25 plus 0,12. 0,87. Nous, ce qui est important, c'est de mesurer 2φ. Donc, nous, on sait que 2φ, quand on le mesure avec un rapporteur, on obtient 304 degrés.
On divise par 2, ça nous fait 152 pour obtenir phi. Ensuite, on cherche alpha r et la formule c'est phi plus alpha 1, ce qui nous donne 152 plus alpha 1, c'est 35, ce qui nous donne 187 degrés, mais nous, 187 degrés, ça n'existe pas, c'est donc 7 degrés. 7 degrés représente quoi? Représente plus cylindre porté dans la compensation portée, il porte plus cylindre à 7 degrés. Autrement dit, il porte aussi moins cylindre à 97 degrés. On aurait très bien pu faire le calcul de SR, S1 plus S2 plus C1 plus C2 moins CR divisé par 2, mais ici ça va nous apporter à pas grand chose. Vous cherchez SR, la sphère résiduelle, à partir du moment où vous cherchez une compensation additionnelle, une acuité visuelle. Ici, uniquement la comparaison des axes de cylindre négatif portés. Je porte quelque chose qui est plus proche de la compensation théorique. Je vais porter quelque chose le plus proche de la compensation théorique. C'est pour cette raison que je vais préférer cette position et cette position. Donc je peux très bien m'arrêter à alpha r. J'efface la décomposition de mon échelle. Et c'est parti, je recommence pour l'autre côté. Vamos, 2θ égale à 2 facteurs de alpha 2 moins alpha 1. Je fais tout le temps la même chose. D'où 2θ est égal à 2 facteurs de 170 moins 125. D'où 2θ est égal à 2 facteurs de 45. D'où 2θ est égal à 90 degrés. Je vais donc organiser ma copie, tracer C1 à l'échelle. C1 va être égal à 0,50 cm. Je vais ensuite tracer à 2 cm, excuse-moi. Quand tu le reportes à l'échelle, 2 cm. Ensuite, tu vas tracer C2 à l'échelle et obtenir C2 égale 3 cm que tu as posé à 2θ. Tu vas donc tracer ta résultante CR à l'axe de phi et tu vas obtenir CR égale parfaitement 3,50 cm, autrement dit 0,87 dioptries également. Mais nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la mesure de 2π. Quand vous mesurez 2π, vous trouvez 54 degrés, on va dire. D'où phi égale 27 degrés. Et on va sortir alpha r. Alpha r égale à phi plus alpha 1 est égal à 27 plus 125 est égal à 152 degrés. Comme ici, vous avez trouvé un axe alpha r, vous trouvez aussi l'axe du cylindre positif à 152 degrés et un axe du cylindre négatif, du coup, dans la transposition à 62 degrés. À partir du moment où vous avez fait ça, vous avez donc calculé les axes de compensation portés. Il va donc maintenant falloir les comparer à l'axe de la compensation théorique. Regarde, c'est pas compliqué. Toi, tu sais que ta compensation théorique, regarde, ton axe de compensation théorique, je te le fais en vert. Compensation théorique est à 85 degrés, c'est l'axe de compensation théorique. C'est-à-dire qu'il porte une bonne compensation à l'axe 85. Dans la position 1, il porte cylindre négatif à 87. Position 1, 97, pardon. Ce qui veut dire un delta entre les deux de 12 degrés. De l'autre côté, il porte la position 2, cylindre négatif à 67. Donc, position 2, 67 degrés. Ce qui veut dire que vous avez bien un delta entre la position 2 et la compensation théorique de 23 degrés. C'est parce que dans la position 1, il y a moins de différence entre la compensation théorique et la compensation portée qu'il va préférer la position 1. Tu comprends bien que tu vas toujours préférer la position ou la compensation portée la plus proche de la bonne. Je vous laisse prendre ça. Mettre pause si nécessaire avant de faire la conclusion. Et j'enchaîne, je fais la conclusion pour ceux pour qui ça paraît très logique. En avant, nous allons donc mettre en moins de 5 lignes, mettez. Ici, le sujet préférera la position
1. Ici, le sujet préférera la position 1. Ici, le sujet préférera la position 1 car l'axe de la compensation portée, est la plus proche de la compensation théorique. Et le plus proche de la compensation théorique. C'est pas, je répète, c'est parce qu'il porte finalement une compensation qui est plus proche de la compensation théorique que le sujet préfère cette position. Alors, on continue, on vous dit, maintenant on va traiter de l'équilibre bioculaire. Question 6, quel est le but du test effectué? Donc le but de l'équilibre bioculaire, c'est du coup, on mettait le but de l'équilibre bioculaire. Le but de l'équilibre bioculaire est d'équilibrer les états accommodatifs du couple oculaire travaillant séparément mais simultanément. Donc le but, c'est bien d'équilibrer les états accumulatifs, quitte à le souligner, pour bien le mettre en évidence. Question 7. Indiquez l'orientation des analyseurs portés par le couple oculaire et justifiez votre réponse. Alors mettez, question 7, d'après l'énoncé, l'œil droit voit la ligne polarisée à 90 et l'œil gauche la ligne polarisée à 0. D'après l'énoncé, l'œil droit voit la ligne polarisée à 90 et l'œil gauche la ligne polarisée à 0. Point. Pour qu'un œil puisse percevoir une ligne polarisée, il faut qu'il porte un filtre orienté parallèlement. À l'axe de polarisation du test. Filtre polarisé parallèlement à l'axe d'orientation du test. Point. Bon, mettez 2 points pour bien mettre en évidence ça. Mettez l'œil droit, filtre polarisé à 90 et l'œil gauche, filtre polarisé à 0. L'œil droit, filtre polarisé à 90 et l'œil gauche, filtre polarisé à 0 degré. Ok, tu soulignes bien ça, comme ça au moins c'est rapide. Question 8, quelles sont les valeurs des compensations placées devant chaque œil à la fin de ce test? Comme ce que l'on fait d'habitude, on va décomposer. Ça veut dire que question 8, en fin de mono, œil droit, le sujet porte plus 4, moins 0,75 à l'axe 85 et l'œil gauche porte plus 3,75, moins 0,75 à 110. Ça, c'est la fin de mono. Ensuite, en début de bio, ralenti, doucement, je te dis on décompose, en début de bio, l'œil droit, tu l'as brouillé et l'œil gauche de 0,75, autrement dit, porte plus 4,75, moins 0,75 à 85, et l'œil gauche, plus 4,50, moins 0,75 à 110. Et ensuite, tu as la fin de la bio, de la biocularité, pas de la bino.
On te demande qu'est-ce qu'il porte à droite et à gauche. Il faut donc que tu saches ce qui s'est passé après, à la fin de la bino. À la fin de la bino, tu te retrouves avec des compensations en plus 4,25 œil droit, plus 4,25, moins 0,75 à 85, et sur l'œil gauche, plus 4,25, moins 0,75 à 110. Ce qui veut dire que là, tout est sous tes yeux. Tu as donc brouillé de 0,75, tu as donc une anisométropie uniquement au niveau de la sphère de 0,25. Ce qui veut dire que cette anisométropie, il s'est passé quelque chose ici qui a annulé l'anisométropie. Ce qui veut bien dire que tu as rajouté, là ici à droite tu es à 4,75, à gauche tu es à 4,50 et après tu te retrouves équilibré. Ce qui veut dire que lui, bim, tu l'as brouillé. Autrement dit, l'œil droit, tu n'as pas touché, plus 4,75, moins 0,75 à 85. Par contre, l'œil gauche, tu l'as touché, l'œil gauche, tu as mis plus 4,75, moins 0,75 à 110. Tu l'as mis, donc balance bioculaire, 0,25. Œil gauche, on peut le noter, balance bioculaire, ça vous aidera pour l'examen de vue, de 0,25 dioptrie, œil gauche. À la question quel œil a relâché le plus d'accommodation pendant la réfraction, c'est l'œil droit. L'œil gauche était en train de mettre en place une accommodation de 0,25 puisque tu as été obligé de le rebrouiller de 0,25. Qui présentait la plus grande tâche de diffusion pendant le test, c'était l'œil droit. Question suivante. On vous dit, test, donc là on est d'accord hein, qu'à la question 8, quelles sont les valeurs de compensation placées devant chaque œil à la fin de ce test, à la fin de l'équilibre bioculaire, c'est ce qui est encadré en P1 qu'il fallait répondre. On vous dit, question suivante, test de vision stéréoscopique. Question 9, à l'aide d'un schéma du couple oculaire en vue de dessus, expliquez pourquoi le sujet perçoit le trait du bas en avant du plan. Donc c'est important. Quand vous êtes en haut de la question à la page 4 sur 8, tout en haut on vous dit que le test d'équilibre, le test de vision binoculaire a été réalisé avec les compensations théoriques. Donc c'est important de bien regarder quelles sont les compensations théoriques et de ne pas se tromper sur les valeurs des corrections. Puisque si vous vous trompez sur les valeurs des corrections, on n'est pas du tout en train de parler de la même chose. Donc là, ici, on vous demande un schéma du couple oculaire en vue de dessus. Donc, question 9. Nous allons donc faire un plan de test. Nous allons donc faire un élément de fixation que moi, je vais noter A. Un nez ici, un globe ici. Les lignes de regard fixent l'objet A. Donc tu fais des cornets qui fixent A avec la ligne de regard gauche, la ligne de regard droite et les rayons qui rentrent. Obtenant ici Q' gauche et ici F' gauche, confondu finalement avec A' gauche. Ici Q' droit, ici F' droit et A' droit. Le sujet porte des compensations théoriques de VL. Il permettra, à savoir sur l'œil droit, plus 4,25, moins 0,75 à l'axe 85. Et sur l'œil gauche, plus 4,25, moins 0,75 à 110. Ensuite, il porte des filtres dissociateurs avec une dissociation sensorielle. Il ne faut pas mettre de la polarisation, puisque ton test n'est pas polarisé, ton test est rouge-vert. Commençons du coup par présenter le test ici, sur le plan du test. On vous dit, à l'aide d'un schéma du couple oculaire, on vous dit, expliquez pourquoi le sujet perçoit le trait du bas. Ça veut dire que si tu te mets en vue de dessus, le trait du bas, tu as un segment rouge qu'on va appeler BR, B rouge, et ici, un segment vert que l'on va appeler BV. Ce qui veut dire que pour qu'il soit vu en avant en disparité croisée, ça veut bien dire qu'il faut que l'œil gauche voit à droite et que l'œil droit voit à gauche. Autrement dit, lui, il va falloir lui mettre un filtre rouge. Un filtre rouge. Et lui, il va falloir lui mettre un filtre vert.
Alors c'est important, nous sommes sur fond noir, ça marche parce que nous sommes sur fond noir. Si on était sur fond blanc, il aurait fallu inverser, hein. Donc faites attention, fond rouge, fond blanc, fond noir, pardon, fond blanc, à pas inverser tout. Donc à partir de là, on va tracer ce que voit l'œil droit. Donc je flèche, je vais donc avoir ici B' rouge, et ensuite je vais avoir ici B' vert. B' vert, et je flèche mes rayons. J'ai donc un angle là qui s'est créé entre le vert et le rouge que je vais appeler alpha, ou Tatawin. La phrase magique c'est « Que verrait l'œil droit s'il ne portait pas le dissociateur ?» Que verrait l'œil droit s'il ne portait pas le dissociateur? Que verrait l'œil droit s'il ne portait pas le filtre rouge? Ben, il verrait aussi le vert. Sauf qu'il ne le voit pas, donc c'est en pointillé, ça n'existe pas. Et ça passe par Q', ça donne une image qui n'existe pas, que l'on ne nomme pas, et un deuxième angle que l'on va appeler bêta. Et enfin, je pense à toi, on dit ici bleu, rouge, voici du coup l'angle epsilon t entre mon pointillé bleu et mon rouge. Voici la disparité linéaire que l'on va appeler petit x. Voici, il va y avoir une seule barrette en avant sur ce point-là avec un soulèvement que l'on va noter delta d et une distance de présentation de 5 mètres que l'on va noter grande D. Et bien entendu, tout schéma doit être légendé. On est en train de représenter un couple oculaire en vue de dessus. Et vous venez de justifier la raison pour laquelle le sujet voit en avant. Je vous laisse bien prendre ce schéma, hein. Très important, les filtres, les valeurs des compensations, fléchez les rayons, légendez votre schéma, ne pas créer d'ambiguïté sur les lignes de regard. Là, tu vois, moi ici, ma ligne de regard, elle est en noir. Donc là, c'est noir. C'est celle-là, la ligne de regard, c'est pas la bleue. Faites attention, utilisez des codes de couleurs, hein, pas trop, mais un minimum, quoi. Ici, ouais, tu vois, je ne pars pas en cacahuète, hein, je mets du noir, du bleu, du rouge, du vert, mais pas du rose, du jaune. Hein, je fais proprement, quoi. Donc normalement, on est bon pour tout le monde, hein, à ce stade de révision. Pour le schéma, je vous laisse revenir en arrière ou mettre pause si vous en avez besoin. J'avance, sinon la vidéo sera interminable. Alors en avant, on vous demande, question 9, de traiter du coup le seuil de stéroscopie, d'encadrer son seuil de stéroscopie. On a dit qu'on traitait sans calculatrice, d'accord? Le plus possible, ici on va avoir un problème. Question 10. Question 10. On vous demande d'encadrer son seuil de stéroscopie. Regarde, je te fais du coup le test. Je vais te le faire sur le côté. On est sur fond noir, hein, ok les gars? Voilà. Donc, le mec qui voit, on est sur fond noir. Hein. Ici, je ne l'ai pas fait, hein, on est sur fond noir, hein, d'accord? Ici, le mec qui voit, donc celui-ci, il le voit en relief, il le voit en relief, il le voit en relief, mais il ne le voit pas en relief. Pour comment je sais ça? Parce qu'on vous dit qu'il voit les traits de droite, de gauche et du bas perçus en avant, et le trait du haut apparaît dans le même plan, hein, juste à côté de la perception de votre test, ce qui veut dire qu'il valide tout cela, mais pas celui-ci. Autrement dit, on vous demande d'encadrer son acuité stéréoscopique. Regardez, il y a plusieurs façons. Je pourrais dire que epsilon s est inférieur ou égal à epsilon t de droite, et strictement sur le supérieur à epsilon t du haut. Voilà, là j'ai encadré son seuil de stéroscopie. La dernière fois que ça vous a été présenté, regardez-le, c'est de BTS 2016. 2016, vous avez carrément un tableau avec des valeurs de stéréoscopie, avec des seuils de stéréoscopie en fait, en secondes, et on vous demandait d'encadrer en fonction des seuils de stéréoscopie. Avec une calculatrice, bien sûr, on demandait de connaître la formule qui permet du coup de calculer epsilon t. Si l'on souhaite calculer epsilon t, il suffit de faire petit x sur le grand D.
vous allez, attention, avoir le résultat en radian. Donc, encadrer son seuil de stéréoscopie et donner, sans la démontrer, la formule utilisée. Que pouvez-vous en conclure? Mais en fait, on ne peut pas en conclure. Sans calculatrice, on ne peut pas calculer le seuil de stéréoscopie. C'est pas possible. Il faut faire petit x sur grand B et ensuite le transposer en secondes avec pi radian font 180 degrés, 1 degré font 60 minutes ou 3600 secondes. Et bim, vous encadrez. Si par contre vous n'avez pas de calculatrice, alors c'est ce que je vous disais, référez-vous au BTS 2016 où là on vous donnera des seuils de stéréoscopie. Okay. Question suivante. Hétérophorie dissociée. Question 11. Représentez la perception du sujet en vision de loin avant l'introduction des prismes réalinéaires. Avant l'introduction des prismes réalinéaires, ça veut dire lors de la mise en évidence de la forêt dissociée. Et on vous dit l'œil droit est muni de la baguette de Maddox, même si on ne te l'avait pas dit, de toute façon on te l'a dit dans l'énoncé, dans le tableau à la page 4 sur 8, et justifier la perception à l'aide d'un œil cyclope. Donc on va faire un grand schéma, on va en profiter. Question 11. Le couple oculaire est en train d'observer un objet en vision de loin. Donc ici on a la ligne de regard de son œil gauche, je flèche les rayons. Ceci est du coup mon œil fixateur. J'ai donc Q' gauche, F' gauche et A' gauche. Il porte une compensation, à savoir sur son œil gauche, il porte bien entendu les compensations théoriques, c'est ce qu'on vous avait dit au tout départ. Donc il porte sur l'œil gauche, on ne se trompe pas, plus 4,25 moins 0,75 à 110. Et il va fixer un objet à l'infini. Mon œil droit, on vous dit qu'en VL il est ESO de 2, donc crac, il faut qu'il parte du coup en position passive en ESO. Donc je fais partir en position passive en ESO. Ma ligne de regard droite est ici. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sur la position des lignes de regard. C'est très important. Q' droit, F' droit, A' droit. La valeur des compensations, c'est donc plus 4,25 moins 0,75 à l'axe 85 degrés. Et bien entendu, on lui a mis un red Maddox horizontal pour mesurer les forêts horizontales et qu'il extériorise une droite verticale. On a donc un rayon qui va arriver de l'infini, passer par Q' pour obtenir A' droit. Excusez-moi, A' droit il n'est pas du tout ici. A' droit il est ici. Je flèche les rayons. Je vais donc avoir ici un couple oculaire en vue de dessus, en position passive, puisqu'il a brisé la fusion motrice. Le type de dissociation est donc une dissociation sensorielle, puisqu'elle se fait par un Maddox. Nous avons fait ça, nous allons nous permettre de faire un œil cyclope, donc en avant, représentant un œil cyclope avec une cornée. Les lignes de regard droite et les lignes de regard gauche sont superposées. Q' droit, Q' gauche sont superposées. F' droit, F' gauche et A' gauche sont superposés. Et l'œil gauche voit bien un point lumineux. Voici du coup l'extériorisation gauche de l'objet A, que moi j'ai nommé A. Représentons A' droit. A' droit se retrouve à gauche de l'infovéolaire droite, ce qui veut dire que tu repars avec A' droit et tu repars dans l'autre sens. Et le sujet voit donc l'extériorisation droite de A avec une barre rouge. Est-ce que je peux me permettre de mettre la distance entre les deux? Oui, bien entendu, puisque c'est une euphorie dissociée, donc je connais la distance. Il est ESO de 2 à 5 mètres, autrement dit, je peux mettre 10 cm, petite étoile, quart de delta à 5 mètres. On y va. Ici, nous allons légender, du coup, c'est un œil cyclope de Hering. Et le type de diplopie mise en évidence, c'est de la diplopie. Droite est à droite, gauche est à gauche dans les extériorisations, donc c'est de la diplopie homonyme. Extrêmement bien payé, ce type de schéma. Il ne faut rien oublier, les lignes de regard, les rayons fléchés, la distance entre les différentes extériorisations. Et on est bon.
Question suivante, on vous dit, au test de mallette, qu'avez-vous mis en évidence en vision de loin et en vision de près? Aucun schéma n'est demandé. En avant, faisons le test de mallette. Représentons le mallette, présenté du coup avec une dissociation par polarisation. Question 12. Je représente le mallette du coup qui est comme ça, avec un X, un O, un O, un O, un O, une barre ici et une barre ici, ça c'est le test. On vous dit que la barre du haut est vue par l'œil droit, donc ça c'est vu par l'œil droit, et ça c'est vu par l'œil gauche. On vous dit qu'en vision de loin, ben finalement, il voit ça, et qu'en vision de près, il voit la barre du bas décalée sur la gauche. Autrement dit, on a bien l'œil gauche qui voit ici, hein, l'œil droit qui voit ici. Donc l'œil droit voit à droite, l'œil gauche voit à gauche. On est sur de la diplopie homonyme pour une disparité croisée. C'est donc une disparité de fixation unilatérale de l'œil gauche, puisqu'il n'y a que l'œil gauche qui part en position passive. Question 12. Mettons-le en forme. Qu'avez-vous mis en évidence sur ce test en vision de loin et en vision de près? Aucun schéma n'est demandé. On mettait en vision de loin, 2 points. En vision de loin, 2 points. Orthodisparité de fixation. Orthodisparité de fixation dans le plan horizontal. Orthodisparité de fixation dans le plan horizontal. Et en dessous, en vision de près, en vision de près, en vision de près, isodisparité de fixation unilatérale de l'œil gauche, disparité de fixation unilatérale de l'œil gauche. Et vous pouvez mettre également entre parenthèses œil droit directeur. Mais la réponse attendue, c'est bien les autres disparités de fixation unilatérale de l'œil gauche. Très important. Question 13. Expliquez l'incidence du port de l'addition d'une dioptrie sur la réponse du sujet. Vous voyez qu'avec une addition de plus 1, il réaligne, hein, le test redevient normal. Schématiquement, ça donne ça. Je vous donne une phrase juste après. Si tu, avec l'addition, ton addition, en fait, va permettre de diminuer l'accommodation, donc de diminuer la convergence accommodative qui est la plus grande des composantes de la convergence, et donc de diminuer les os. Vous mettez, l'addition va permettre de soulager l'accommodation. L'addition va permettre de soulager l'accommodation. Donc de soulager la convergence accommodative. Donc de soulager la convergence accommodative. Et de diminuer les os. Et de diminuer les os. Point. Le sujet compensera alors ses phories dissociées grâce aux réserves fusionnelles négatives. Le sujet compensera alors ses phories dissociées grâce aux réserves fusionnelles négatives. Compensera alors ses phories dissociées grâce aux réserves fusionnelles négatives. Point. L'addition est appelée la phorie associée. L'addition est appelée la phorie associée. On montre qu'on a des connaissances et qu'on fait la distinction entre la disparité de fixation et la phorie associée. Question suivante, on vous dit décision optométrique. Question 14, quelle formule compensatrice allez-vous proposer pour la vision de loin et la vision de près? Justifiez la réponse. Quel type d'équipement en lunettes pourriez-vous préconiser? Justifiez votre réponse. Question 14. On va revenir pour y répondre à la page 3/8. Dans les tableaux, compensation, donc sur les deux dernières lignes, hein.
Équilibre bino, compensation théorique, c'est plus 4,25 plus 4,25. En dessous, essai de la compensation de VL, appréciation perceptuelle, quand tu vas dehors à la lunette d'essai que tu fais essayer pour voir quel est le maximum convexe toléré, c'est plus 75 plus 75. Tu vas lui vendre, ce qu'on te demande, quelle est la décision optométrique, tu vas lui vendre des lunettes avec lesquelles optométriquement il n'accommode pas ou avec lesquelles il est bien. Avec lesquelles il est bien. Autrement dit, compensation de VL, on va lui proposer la compensation maximum convexe tolérée. Autrement dit, œil droit. Alors, on ne vous demande pas accommander, donc on n'est pas obligé de le mettre en cylindre positif. Plus 3,75, moins 0,75 à 85. Et œil gauche, plus 3,75, moins 0,75 à 110. C'est la compensation maximum convexe tolérée. Par contre, à la page 4 sur 8, tu as montré qu'il y avait besoin d'une addition pour annuler les autres disparités de fixation. Tu as besoin de mettre une addition de plus une. Attention, c'est important, moins délicat. Tu as le besoin de mettre une addition de plus une quand le sujet porte les compensations théoriques. Donc lorsqu'il porte plus 4,25, tu as besoin d'une addition de plus une. Donc tu vas lui mettre une addition de plus une, mais attention, ici il porte 3,75, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Il va falloir abonder ce que tu as retiré en VL, il faut que tu la rajoutes en vision de près. Tu avais besoin de mettre plus une quand il portait plus 4,25, autrement dit, tu as enlevé du positif de 0,50 VL, il faut que tu le rajoutes en vision de près. Et on va mettre addition. C'est plus une qu'il lui faut, mais plus une 50. Très important. On abonde la vision de près. On rajoute ce qu'on a retiré sur la VL, on rajoute sur la vision de près. Et enfin, toujours dans la question 14, quel type d'équipement lunettes pourriez-vous lui proposer? Et on pourra lui proposer un verre progressif. On pourra lui proposer un verre progressif pour avoir toutes les zones de vision sur un seul verre. Pour avoir toutes les zones de vision sur un seul verre. Je vous alerte sur le fait qu'ici on ne peut pas proposer un anti-fatigue. Ici on ne peut pas proposer un anti-fatigue. Les anti-fatigues montent au max à, allez, pour le moment, 1,10. Voilà, environ 1,50, tu mets un verre prog. Simple. Question 15. Si votre client préférait un équipement en lentille de contact, quelle incidence aurait-il sur la vision binoculaire en vision de près? Le sujet est hypermétrope. Lorsqu'il passe en vision de près avec ses lunettes, il subira donc un effet prismatique en base externe. Ok, c'est important. Quand il est hypermétrope, donc les bases sont ici, quand il va passer en vision de près, pas forcément obligatoire, on ne demande pas de justifier par des schémas, il est hypermétrope. Lorsqu'il passe en vision de près, il subit donc un effet prismatique en base externe. Le mec est ESO. Cet effet prismatique en base externe, ça le corrige. Autrement dit, si tu lui mets des lentilles de contact, ça va annuler, il n'aura plus d'effet prismatique, donc il n'aura plus cette correction. Un effet prismatique en base externe corrige un ESO. Si tu lui mets des lentilles, il ne profitera plus de cet effet prismatique qui le corrige, autrement dit, ça sera pire. Question 15. Lentille de contact. En lentille de contact, le sujet ne profitera plus de l'effet prismatique en base externe en VP. Le sujet ne profitera plus de l'effet prismatique en base externe. Le sujet ne profitera plus de l'effet prismatique en base externe, ce qui augmenterait son ésophorie, ce qui augmenterait son ésophorie, ce qui augmenterait son ésophorie, et aggraverait, et augmenterait, pas aggraverait, c'est violent, aggraverait, et augmenterait son ésodisparité de fixation. Et augmenterait son ésodisparité de fixation. Si on vous demande de les calculer comme en 2015,
vous demandez de calculer la valeur de la forêt dissociée avec cet effet prismatique, vous le calculez, vous faites un schéma, Prentice vous calculez. Ici, on ne demande pas forcément de le calculer. On sait, regarde, qu'il est à la page 4 sur 8, on sait qu'il est ESO de 6. ESO de 6, lorsque tout en haut, à la deuxième ligne, les compensations sont centrées sur les projections pupillaires de Velle. Lorsqu'il subit un effet prismatique base externe, il est ESO de 6. Autrement dit, si tu lui mets les écarts de épée ou si tu lui mets des lentilles, ça revient à la même chose, il sera ESO de beaucoup plus. Et donc il aura plus forte ESO disparité de fixation. Donc pas de lentilles, c'est des consignes. Ok, plutôt une addition. C'est terminé pour l'exercice 1. Je vous laisse du coup le reprendre. Alors très intéressant parce que du coup il va vraiment du début jusqu'à la fin de la vérification d'une compensation uniquement par les examens préliminaires sphère convexe 40 par an et pour faire une petite association de cylindres au CCR et enfin finir sur une prise de décision optométrique en fonction d'une disparité de fixation et d'une forêt associée. Nous allons maintenant traiter le problème 2. Uniquement contactologie. Donc, au 10 octobre 2002, un client étudiant en droit âgé de 22 ans est venu dans votre magasin. Il souhaite être équipé en lentilles de contact et à cette époque, il jouait au rugby très régulièrement. Il ne portait ses lunettes qu'à la faculté. Petite amétropie. Sa visite a été motivée par des plaintes en vision de flou au loin lorsqu'il était en cours et lorsqu'il jouait au rugby. Donc, petite myopie. Vous aviez alors recherché sa fiche client et les informations relevées étaient les suivantes. Donc on a une historique en septembre 2001, moins 0,25 et moins 0,25, moins 0,50 à 10, acuité 12, 12, 14, pas de trouble de la vision binoculaire, petite pseudomyopie, on pense. Avec les compensations, il a 12, 12, 14. Donc attention, pseudomyopie, mais il a besoin de le compenser. Après une mesure à l'autoréfractaire effectuée au cours de cette visite, en octobre 2002, vous aviez étudié le ticket d'autoréfracteur suivant et vous trouviez moins 1,25, moins 0,25 à 170 et moins 1,25, moins 0,50 à 11. C'est normal que le ticket soit plus concave parce qu'il entraîne l'accommodation proximale et qu'il augmente les longueurs antéro-postérieures en se reflétant sur la choroïde. En tout cas, ça fait également ressortir une petite myopie. Avec un astigmatisme cornéen de moins 1 à 176, un total de moins 0,25 à 170, donc un interne de moins 0,75 vertical, inverse, non physiologique, et sur l'œil gauche, moins 0,50 à 11 c'est le total, moins 1,25 à 10 c'est le cornéen qui est direct, et donc un interne de moins 0,75 vertical, inverse et non physio. En tout cas, des petites amétropies. On vous dit, après vérification subjective des compensations trouvées, attention, on est en octobre 2002, hein, les anciennes corrections de moins 0,25, moins 0,25 c'était en septembre 2001, donc en gros c'est un an après. Je refais du coup les vérifications subjectives trouvées à l'autoref et vous aviez obtenu les compensations théoriques suivantes. Moins 0,75. Ah oui, non, pardon, excuse-moi. Le ticket, c'est en octobre 2002. Hein, donc c'est normal qu'il soit un peu plus concave parce que la myopie a dû évoluer. Hein, pas forcément parce que l'autoref entraîne des résultats trop concaves. Hein, c'est parce que la correction a dû évoluer. Et tu vérifies cette correction et effectivement tu te retrouves avec du moins 0,75, moins 0,75, moins 0,50 à 15, 12, 12, 14. Donc la myopie a évolué. On vous dit le segment antérieur et le bilan lacrymal de chacun ne montraient aucune contre-indication au port de lentilles. Donc il n'y a pas de ptérygion, pas de pinguicula à moins d'un millimètre du limbe, un break time strictement supérieur à 10 secondes pour les lentilles souples et une hauteur de prisme lacrymal entre 0,2 et 0,4 mm d'un point de vue quantitatif. Pas de kératite, pas de conjonctivite ou d'abrasion de conjonctivite papillaire. Vous aviez alors décidé d'adapter ce jeune homme en lentilles en silicone hydrogel à renouvellement mensuel. Question 1.1, définir le matériau silicone hydrogel. Donc là c'est du cours, mettez question 1.1, le silicone hydrogel est un monomère de silicone. Le silicone hydrogel est un monomère de silicone ajouté à un monomère hydrophile avec un agent de liaison, point. Mettez, cette lentille est traitée en face antérieure. Cette lentille est traitée en face antérieure par une couche de plasma
permettant, par une couche de plasma permettant de rendre la surface hydrophobe, permettant de rendre la surface hydrophobe en surface hydrophile et d'augmenter la mouillabilité, permettant de rendre la surface hydrophobe en surface hydrophile et d'augmenter la mouillabilité. Question 1.2. Quels sont les avantages des lentilles en silicone hydrogel par rapport aux lentilles souples hydrophiles? Mettez, les avantages sont, 2 points, premier petit tiret, une très forte perméabilité à l'oxygène. Les lentilles en silicone hydrogel, c'est très forte perméabilité à l'oxygène. Et entre parenthèses DK. Très forte perméabilité à l'oxygène entre parenthèses DK. Deuxième petit tiret, permet un port prolongé. C'est l'avantage des lentilles en silicone hydrogel. Si on avait voulu faire les inconvénients, on aurait mis aussi, attention, port prolongé, c'est possible. Mais le risque, c'est que ça entraîne des coups l'hypoxie cornéenne. Oui, c'est un peu contradictoire. Il y a une très bonne perméabilité à l'oxygène, donc c'est-à-dire que le matériau laisse bien passer l'oxygène. Le problème, c'est que les gens ils vont les porter trop longtemps, et donc du coup, ça va entraîner de l'hypoxie cornéenne asymptomatique. Et donc du coup, ça va entraîner des polymorphismes, polymégatismes, des bleps, à cause justement de ports trop prolongés. C'est pour ça que quand parfois on voit des lentilles qui sont portées la nuit, que ça c'est un avantage, non, on ne porte jamais de lentilles la nuit. Ok, c'est important. Ensuite, on vous dit, à partir des données lues sur le ticket d'autoréfracteur, donc on repart sur le ticket d'autoref, on vous dit, question 2.1, en déduire l'indice d'étalonnage de cet appareil. Alors, question 2.1, il faut le savoir, l'indice d'étalonnage de l'appareil, et si on est sans calculatrice, mettez l'autoréfracteur comme tous les kératomètres. Sont étalonnés sur l'indice des larmes. 2.1336. Maintenant, si on a une calculatrice, je vous le fais rapidement, rapidement, on prend par exemple l'exemple de l'œil gauche sur K, sur le rayon le plus plat, donc dans l'axe à 10 degrés, K à 10 degrés, je te fais l'exemple. Comment tu fais pour retrouver le 336? D égale N' moins N divisé par SC, ça c'est ce qu'on sait faire, divisé par le rayon de courbure R, peu importe comment tu l'appelles. Toi, ce que tu vas chercher, c'est N', donc tu isoles, ça te fait D fois R égale à N' moins N, d'où N' et D égale à D fois R, le tout plus N. Imaginons du coup qu'on se mette sur K, sur le gauche, ça te fait D, c'est 43,25, multiplié par 7,79 fois 10 puissance moins 3, plus 1, N c'est l'air, c'est l'indice d'entrée, et ça te donne 1,336, voilà, environ quoi. Donc voilà, c'est important, tous les kératomètres, notamment l'autoréfracteur, est étalonné sur l'indice des larmes. Ça, à mon avis, bon, tant qu'on ne revient pas avec un système avec calculatrice, c'est quand même difficile à démontrer. Question 2.2. Estimer la valeur de l'astigmatisme interne sur chaque œil ainsi que sa nature. Oh, mais ça, oui, par contre, ça, bien entendu. Question 2.2. Astigmatisme total. Astigmatisme total est égal à astigmatisme cornéen plus astigmatisme interne. Nous, ce que l'on cherche, c'est finalement l'astigmatisme interne est égal à l'astigmatisme total. Attention, c'est l'astigmatisme total en lentille de contact moins astigmatisme cornéen. On va du coup travailler dans un premier temps pour son œil droit, l'astigmatisme interne est donc égal à l'astigmatisme total. On peut prendre les valeurs du ticket d'autoref. Pourquoi? Parce que ce sont des valeurs inférieures à 4 dioptries, ce qui sous-entend que vous allez vous retrouver avec, dans les grilles de conversion des laboratoires, vous allez vous retrouver avec exactement les mêmes valeurs. Donc pour son œil droit, nous avons un astigmatisme total de plan
moins 0,25 à l'axe 170 degrés. Et sur un astigmatisme cornéen, on a du plan moins 1 dioptrie à l'axe 176 degrés. Autrement dit, on peut dire que l'astigmatisme interne, donc là ici les deux sont parallèles, 170, 176. On a donc du plan moins 0,75. Alors non, pardon, excuse-moi. Moins 0,25 moins 1, ça te fait moins 0,25 plus 1. Autrement dit, plan plus 0,75 à l'axe horizontal. Puisque là, il te faut faire une association de cylindres par méthode graphique, 170, 176. Autrement dit, plan moins 0,75 à l'axe vertical. Alors, si vous choisissez 170, 176, ici, vous allez choisir 80 ou 86, peu importe, le problème n'est pas là. Il faut absolument qualifier et quantifier, ce qui vous donne un astigmatisme supérieur à 0,50 dioptrie avec un cylindre négatif à la verticale, ce qui vous donne finalement un astigmatisme qui est inverse et un astigmatisme qui est donc non physiologique. Non physiologique. Puisqu'on a dit que l'astigmatisme interne, pour qu'il soit physiologique, il faut qu'il fasse absolument plan moins 0,50 vertical inverse. Et sur l'œil gauche, on se retrouve avec un astigmatisme interne est égal à plan. Le total, c'est plan moins 0,50 à 11, moins l'astigmatisme cornéen, c'est plan moins 1,25 à 10. Pareil, soit vous choisissez de mettre 10, soit vous choisissez de mettre horizontal. Voilà, ici j'ai mis horizontal vertical, là si vous voulez, je vais en mettre un des deux. Donc ça va vous faire du plan moins 0,50 à 10, moins 1,25 à 10, ça fait moins 0,50 plus 1,25, ce qui vous fait des plus 0,75 à 10. Autrement dit, plan moins 0,75 à 100. C'est donc un astigmatisme qui est supérieur à 0,50 dioptrie. Ce qui est donc un astigmatisme dont l'axe du cylindre négatif est à 100. Donc c'est un astigmatisme qui est inverse. Et c'est donc un astigmatisme qui est interne, qui est non physiologique. C'est ce qu'on vous demandait. On vous demandait de déterminer l'astigmatisme interne ainsi que sa nature. Continuons. Votre choix s'était alors porté vers une adaptation en lentille sphérique. Attention, valeur sphérique. Dont les paramètres disponibles étaient les suivants. Le fabricant te propose de moins 12 à moins 6,50 par pas de 0,50 et de moins 6 à plus 6 par pas de 0,25 de diamètre 14,40. Donc c'est de la lentille souple. Tu as mis un coup de stabilo. Parce qu'à un moment donné, tu t'es posé la question. En lentille souple sphérique, rigide ou souple? 14,40 égale lentille souple. C'est les grands diamètres. Lentille rigide, on est plus sur des 9,80, 9,90, etc. La règle d'adaptation, c'est si le rayon le plus plat, si K est inférieur à 7,60, alors tu prends R0 égale 8,40. Et si K est supérieur ou égal à 7,60, dans ce cas-là, tu prends R0 égale 8,60. Question 3, précisez les paramètres de commande des lentilles et justifiez votre réponse. Donc en avant, à la question 3, pour l'œil droit, nous allons prendre une lentille du coup de valeur moins 0,75 dioptrie en puissance. Nous avons un R0 de 8,60. Pourquoi? Puisque le K, c'est 7,81 sur ton ticket. R1, 7,81. Donc, c'est bien supérieur à 7,60. Donc, tu prends R0 égale 1. Et ta justification, c'est parce que K égale 7,81 mm. Okay. Et ensuite, le diamètre, tu vas prendre le diamètre 14,40 mm. Ça, c'était l'œil droit. Tu vas travailler sur l'œil gauche. La compensation que tu vas prendre sur l'œil gauche. Alors, excuse-moi. Je prends moins 0,75. Pourquoi je prends moins 0,75 et pourquoi je ne prends pas le ticket de moins 1,25, moins 0,25 à 170? Parce qu'on te dit que ici, c'est la compensation théorique. En bas à gauche, sur la page 6 sur 8, on te dit que c'est la compensation théorique. Autrement dit, tu vas lui mettre les compensations théoriques. Tu ne vas pas lui mettre un ticket d'autoref. Tu ne vas pas te casser la tête à faire une réfraction, à trouver la compensation théorique pour ensuite prescrire l'autoref. Sur l'œil gauche, tu as moins 0,75, moins 0,50 à 15. Autrement dit, on va être obligé de lui mettre une moins 1 dioptrie en équivalent sphérique. Le R0 que tu vas prendre, c'est bien entendu du 8,60. Pourquoi? Puisque K est égal à 7,79 mm.
Et donc toi, si K est supérieur à 7,60, tu prends 8,60. Et bien entendu, le diamètre, c'est 14,40 mm. On vous dit, il revient vous voir en mai 2008. Il vous signale la présence d'un kératocone évolutif sur l'œil gauche dont le suivi est assuré dans une clinique spécialisée en ophtalmologie. Il est équipé en LRPG sphérique depuis 2 ans. Attention, il est passé en anti-rigide. Il souhaite un renouvellement de ses lentilles ainsi que ses lunettes qu'il porte occasionnellement. Ça ne m'étonne pas, l'acuité n'est pas bonne pour les kératocones en lunettes. Les acuités relevées en vision de loin et en vision de près avec ces lentilles sont de 12 à droite et de 9 à gauche. Impeccable. C'est bien, c'est bonnes acuités pour un kératocone. Par contre, on pense que voilà, c'est plus sur l'œil gauche que sur l'œil droit, parce qu'il a 9 à gauche. Sa nouvelle prescription en lunettes en mai 2008. Alors attends, le mec, il est venu chez nous en 2001. Ensuite, il est parti, il est revenu en octobre 2002. Et là, il revient 6 ans après, en gros, en 2008. Et le mec, il a un kératocone avec une lentille à gauche, des lunettes qui montrent une prise de myopie, une évolution myopique plutôt banale, de moins 1,50, moins 0,50 à 165 sur l'œil droit. Par contre, de moins 3,50, moins 4, signe d'astigmatisme cornéen. L'axe était à l'horizontale sur l'œil gauche, puisqu'on avait moins 0,50 à 15. Maintenant, on a moins 4 à 70. Il a carrément tourné l'axe. La valeur de l'astigmatisme total est énorme, on passe à 4 dioptries alors qu'il valait 0,50 et une énorme prise de myopie puisque la cornée justement devient de plus en plus serrée. Une acuité de 3 dixièmes avec des lunettes, alors c'est pas du tout étonnant. Avec des lunettes, on ne sait fabriquer des verres de lunettes qu'avec des méridiens perpendiculaires l'un à l'autre. En kératocone, les axes de kératométrie sont quasiment jamais perpendiculaires, ne sont jamais, pas quasiment, ne sont jamais perpendiculaires l'un à l'autre. C'est pour ça qu'il se retrouve avec une énorme association de cylindres et avec de très mauvaises acuités en lunettes. On vous dit, vous effectuez la mesure de la kérato, tu t'aperçois que sur l'œil droit, il n'y a pas forcément énormément de changements par rapport au ticket antérieur, sauf qu'il y a un peu plus d'astigmatisme cornéen de 0,25, en gros il n'y a quasiment rien. L'interne continue de faire 0,50 vertical alors qu'il faisait 0,75 vertical, il n'y a pas de changement. Pour l'œil gauche, forte prise de myopie, forte prise d'astigmatisme, 7,05, 6,40. L'autoref ne sait te mesurer de toute façon que des méridiens qui sont perpendiculaires l'un à l'autre. À chaque fois, par défaut, il te met 78T, la perpendiculaire à 168, mais ce n'est pas forcément systématiquement le cas dans la vraie vie. Et un astigmatisme cornéen qui était de moins 1,25 à 10, qui passe à moins 5 à 78. Voici Monsieur Kératocone. Question 4. À partir de ces nouvelles données, quelles sont celles qui auraient pu vous faire suspecter la présence d'un kératocone sur l'œil gauche? Vous avez noté du coup, premier petit, donc mettez les données permettant de suspecter la présence d'un kératocone sont. Les données permettant de suspecter la présence d'un kératocone sont. 2 points, premier petit tiré. La kératométrie de l'œil gauche qui se resserre significativement. La kératométrie de l'œil gauche qui se resserre significativement. Ensuite, deuxième petit tiré en dessous, un astigmatisme cornéen. Un astigmatisme cornéen qui est passé de 1,25 à 5 dioptries, à 5 dioptries. Et enfin, une myopisation importante. Ces 3 signes sont le signe d'une évolution vers le kératocone. Question 5. Justifiez le choix d'un équipement en LRPG plutôt qu'un équipement en lentille souple dans le cas d'un kératocone. Mettez question 5. En lentille rigide, le film de larme corrigera 90% de l'astigmatisme cornéen. En lentille rigide, le film de larme corrigera 90% de l'astigmatisme cornéen, qui est à l'origine de l'astigmatisme total. On vient de parler de l'avantage de la lentille rigide. On vous dit plutôt qu'en lentille souple. Il faut quand même qu'on parle un petit peu de lentille souple. Mettez en dessous, en lentille souple, le film de larme. En lentille souple, le film de larme est une lame à face parallèle de puissance nulle.
en lentille souple, le film des larmes est une lame à face parallèle de puissance nulle. Mettez question 6. Quel problème va poser une adaptation en RPG sphérique classique, sachant que le cône est décentré? Tu as un cône qui est, j'exagère, hein, qui est comme ça, tu mets une lentille comme ça, mais forcément elle va être décentrée, elle va être en plus instable au clignement si tu ne mets pas de stabilisateur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il existe comme solution? La lentille rigide au centre pour profiter du film de l'arme et souple en périphérie, c'est ce qu'on appelle la lentille hybride. Donc, question 6, la lentille sera décentrée et très instable. La lentille sera décentrée et très instable. Point. On pourrait lui proposer une adaptation en lentille hybride. On pourrait donc lui proposer une adaptation en lentille hybride pour profiter de la lentille rigide au centre et de la stabilisation en périphérie. On pourrait donc lui proposer une lentille hybride pour profiter de la lentille rigide au centre et de la stabilisation en lentille souple en périphérie. Voilà, je vous laisse visionner, prendre des notes, compléter vos fiches et le retravailler. Ciao!